Bonsoir. Alors, le premier intervenant, vous le connaissez tous parce que c'est une star de la télévision romande avec sa chronique L'instant politique de la RTS. Donc, veuillez accueillir chaleureusement Alain Rebatté. Euh, alors, bien sûr, c'est un plaisir d'être ici. Quand on est journaliste, on n'a pas toujours conscience de là où sont les gens vraiment exaltants. Puis c'est vrai, quand on arrive dans une université et puis qu'on échange quelques mots avec un professeur, Monsieur Favra, hein, et tout d'un coup, on découvre que il a fait de la prospection pétrolière dans l'Arctique avec des Inuits qui le protégeaient contre les ours blancs. Puis vous dites, putain, il y a des aventuriers. Voilà, moi j'en suis pas, hein, désolé. Euh, alors, je crois que je dois un petit peu vous présenter d'où vient cette stratégie 2050, comment ça s'est passé. J'espère y arriver. J'ai pas tellement l'habitude, hein, des exposés, donc voilà. Première chose, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une stratégie énergétique 2050? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a conduit à ce projet? Il y a un événement central, c'est la catastrophe de Fukushima, 11 mars, je crois que ça commence, 2011, et c'est quand même le déclencheur. C'est au Japon, un pays technologiquement avancé, des gens sérieux, qui bossent bien, une société très, très bien organisée. Bref, quand on est suisse, on se dit, si ça se passe au Japon, ça pourrait se passer ici. Il y a une espèce de choc culturel et politiquement, cette catastrophe à Fukushima, elle met vraiment en marche, en branle le Conseil fédéral. Très rapidement, le 25, il charge même en mars. En mars, c'est-à-dire 12 jours, je crois, après la catastrophe, il charge Doris Leuthard, le Conseil fédéral charge Doris Leuthard de repenser un peu la stratégie. On ne parlait pas de stratégie énergétique, ça portait les perspectives énergétiques qui dataient de 2007. Il la charge, repense ça. Et est-ce qu'il faut qu'on continue dans le nucléaire ou pas? Et le 25 mai 2011, donc 2 mois et demi seulement après la catastrophe de Fukushima, le Conseil fédéral prend cette décision historique de sortir de la sortie progressive du nucléaire. 2 mois et demi après Fukushima, donc vous voyez qu'il y a un lien extrêmement étroit. Et c'est là, en mai 2011, que pour la première fois, le Conseil fédéral parle d'une stratégie énergétique 2050. S'inscrit comme ça dans la durée. Ce qui est, bon, enfin j'y reviendrai, mais vous voyez, stratégie 2050, quand vous êtes un politicien, ça veut dire je pense loin. On s'inscrit vraiment dans l'histoire et la longue vue. Il y a bien sûr quand même un autre pilier. Il ne faut pas croire que toutes les réflexions ont commencé le 11 mars. Voilà. Il y avait auparavant des débats considérables, une foule de motions, d'interpellations, etc., autour des questions d'énergie renouvelable. Il y avait toutes des questions autour bien sûr, du CO2, des émissions, etc. Donc là, c'est si on veut, la pensée politique à plus long terme, avec disons, un développement politique plus normal. Mais Fukushima, c'est vraiment l'événement qui déclenche tout et qui amène une accélération spectaculaire. Petite remarque, il y a deux grands axes, hein, pas idéologiques, mais disons, qui sont de dire on va sortir du nucléaire et on va diminuer la dépendance de la Suisse vis-à-vis des énergies fossiles. Et là derrière, on va diminuer notre trace CO2, nos émissions CO2. Sortir du nucléaire, diminuer le CO2, on sait bien que dès le départ, c'est pas forcément, c'est un petit peu antagoniste.
Du point de vue CO2, l'énergie nucléaire est une énergie propre. Et puis, dans toutes les stratégies de diminution de la dépendance des énergies fossiles, il y a par exemple les voitures électriques, etc. Donc, il y a potentiellement aussi une augmentation de l'énergie de l'énergie électrique, de la consommation électrique. Donc, sortir du nucléaire et diminuer le CO2, c'est quand même, dès le départ, un objectif ambitieux. Bien, donc on a vu que Fukushima est le détonateur. À partir de là, il y a ce mot-clé, stratégie énergétique 2050, et c'est Doris Leuthard qui l'incarne. Et c'est elle qui vient, en gros, une année après, on est là, je crois en avril 2012, et puis elle vient avec une grande conférence de presse pour dire cette stratégie, elle est possible. On a fait des études, maintenant, on peut, c'est possible. C'est faisable, et qu'est-ce qu'elle dit en gros, cette stratégie, à ce moment-là? On sortira, on fermera les centrales nucléaires, on ne donne pas vraiment de date, mais on donne une idée, on dit grosso modo 50 ans après leur ouverture. C'était ce qui était prévu un peu à l'origine, voilà. On remplacera le nucléaire par du renouvelable, donc on va impulser le plus possible du renouvelable, surtout du solaire, un peu d'éolien, de la géothermie, voilà. Et puis, quand il y aura des problèmes, eh ben, on comblera avec de l'électricité produite par des centrales à gaz. On diminuera d'une manière générale de moitié notre consommation d'énergie par habitant d'ici à 2050, ça c'est le but. Et puis pour ça, on isolera des bâtiments. Enfin, il y a tout un. Les voitures devront consommer moins. Il y aura des normes nouvelles. On va stimuler l'efficience dans l'industrie partout. Voilà. Et il y a politiquement au fil des années, ici on est dans une stratégie qui fixe un but, mais tout ça devra être réévalué périodiquement. On devra toujours un peu redéfinir cette politique. Dès l'origine, c'est quoi les fronts politiques? Politiquement, vous avez ceux qui sont pour. La gauche, le PS, les Verts, parce qu'ils ont toujours été majoritairement antinucléaires, parce qu'ils, par conséquent, ils soutiennent les énergies renouvelables, mais aussi au centre les Verts libéraux, pour les mêmes raisons. Et puis, il y a d'autres partis du centre qui les soutiennent aussi, à la fois sans doute par conviction, mais aussi pour des raisons que je dirais plus politiques. Doris Leuthard et PDC, donc une bonne partie du PDC s'engage derrière elle pour la soutenir, parce que c'est une politique qu'elle incarne, et voilà. Et on pourrait dire la même chose du PBD, le parti bourgeois démocratique, qui soutient Evelyn Widmer-Schlumpf. On a souvent dit, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, mais je le rappelle, que cette décision du Conseil fédéral qui avait été prise une année auparavant, donc en 2011, à cette époque, il y avait une majorité de femmes au Conseil fédéral. Et il y a une question politique, ou une remarque qui a été faite, c'est peut-être cette sortie du nucléaire, elle a peut-être été possible parce qu'il y avait une majorité de femmes. Parce que, y compris des femmes du centre, ont peut-être une espèce de vision du long terme un peu différente d'hommes, ou une espèce de... Mais c'est quelque chose qui a souvent été évoqué. Evelyn Widmer-Schlumpf faisait partie de la majorité qui avait voté, pris cette décision de la sortie du nucléaire. Le PBD les soutient. Donc la gauche, le centre soutiennent. Et puis il y a des lobbies. Tous les lobbies du clean tech, de l'éolien, du solaire, une bonne partie du secteur de la construction, parce que pour les isolations du bâtiment, c'est des perspectives économiques qui seraient subventionnées extrêmement intéressantes et alléchantes. Les paysans, une partie de la paysannerie, qui ont fait ou voudraient faire des installations par exemple solaires sur des toits de grange qui peuvent leur amener un revenu
annexe qui n'est pas négligeable. Si vous avez une éolienne sur un de vos terrains, c'est un chiffre mais c'est environ 20 000 francs de revenus par année pour le paysan. C'est pas rien. Bien. Ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre, l'UDC, pour l'essentiel, les paysans voteront par la suite pour à l'UDC, mais l'UDC est contre. C'est traditionnellement un parti, M. Blocher était un des soutiens du lobby nucléaire. À l'UDC et pour une bonne partie au PLR, le PLR est très divisé, il y a des gens qui disent la sortie du nucléaire, c'est une crétinerie. On se coupe d'une technique, d'une technologie qui peut-être un jour offrira des perspectives plus intéressantes qu'aujourd'hui. Il n'y a personne aujourd'hui en Suisse, dans le monde politique, qui dit on doit construire une nouvelle centrale nucléaire. Maintenant, on doit. Ça, il n'y a personne. Personne. Mais il y a beaucoup de gens au PLR ou à l'UDC qui disent dans 20, 30 ans, quelles seront les techniques, quelles seront les perspectives. Peut-être qu'à ce moment-là, dans 20, 30 ans, vous serez peut-être encore un peu plus jeune que moi, mais vous commencerez à vieillir. Peut-être que vous ou vos enfants, vous aurez une vue un peu différente des choses. Il ne faut pas se couper d'un possible choix nucléaire. Bon, disons, c'est une raison de leur opposition. Et c'est aussi, bon, on y reviendra après, le coût, le délire, mais on reviendra peut-être à la fin. Il y a aussi à ce moment-là des lobbies économiques. Alors, j'ai évoqué les lobbies économiques qui sont pour, mais il y en a d'autres qui sont contre. Naturellement, le secteur nucléaire, le secteur électrique est assez partagé, tout le secteur pétrolier automobile. Il y a aussi l'industrie des machines qui est contre. Économie suisse, à l'origine, est contre ce projet, s'y oppose. Ils évolueront par la suite quand il sera question de subventionner les grands barrages hydrauliques qui ne sont plus rentables. Parce que là, on est grosso modo 2012, le temps de faire un projet, on est en 2013, il est mis en consultation, et puis on arrive grosso modo 2014, quand ça commence à être vraiment discuté au Parlement. Et puis, entre-temps, les choses, elles ont déjà évolué un peu dans le domaine. Alors qu'en 2011, où il n'y avait pas les prix de l'électricité étaient encore relativement élevés, ils ont beaucoup baissé. Il y a une surproduction au niveau européen qui est due à la fois à une augmentation de la production, enfin en Allemagne, aux chutes du prix du charbon, qui fait que vous pouvez produire de l'électricité pour 3 fois rien et gagner de l'argent, une baisse aussi de la consommation parce qu'il y a une période économique un petit peu difficile à un certain moment. Bref, un secteur comme ça, les prix ont dramatiquement chuté et il y a une surproduction au niveau européen. Et c'est un peu dans cet environnement, enfin surproduction, c'est un peu dans cet environnement économico-technico-politique, un peu parce que la Suisse n'est pas une île, voilà, que se font les débats au Parlement. Et il y a aussi parallèlement, comment est-ce qu'on va sortir du nucléaire? Parce qu'il y a un autre débat à celui de stratégie, et ça c'est un débat qui a été fait sur la loi sur le nucléaire. Donc, comment fermer les centrales? Est-ce qu'on doit leur fixer une date ou pas? Et là, les chambres décident de ne pas fixer une date. C'est déjà quelque chose d'un peu différent de ce qui avait été dit au début de la stratégie, parce que le Conseil fédéral disait 50 ans et puis on ferme. Les chambres ont dit non, on ne fermera pas au bout de tant d'années, on fermera uniquement sur des critères de sécurité. Donc, s'ils investissent et puis qu'ils convainquent l'autorité de surveillance qu'une centrale est sûre,
elle peut être exploitée 50, 55, 60, pourquoi pas 65 ou 70 ans, s'ils investissent, et voilà. Il y aura naturellement toujours un problème d'investissement qui risque de devenir toujours plus, mais enfin, ils ne fixent pas de date. Et puis à part ça, je dirais que malgré des élections en 2015 où il y a un glissement à droite, surtout au Conseil national, le sort de stratégie 2050, énergétique de 2050, finalement, est assez rectiligne. Le paquet passe assez bien au Parlement. Et là, j'ai un peu soif. Je suis quand même intimidé de parler devant vous. Voilà, on arrive maintenant avec ce paquet. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, on vous vend stratégie énergétique 2050. C'est-à-dire, on affirme des objectifs. En 2035, la consommation énergétique totale par habitant devra avoir baissé de 43% par rapport à 2000. La consommation d'électricité devra avoir baissé en 2035 de 13%. Et puis en 2050, ce sera moins 54% de consommation d'énergie totale et moins 18% de consommation d'électricité. Toujours par rapport à... Voilà, donc on fixe ce cap. Voilà ce qu'on va faire. Et puis, on ne dit pas vraiment comment on va y arriver. C'est-à-dire, on dit, pour y arriver, il y a du temps d'ici là. Donc, il y aura plusieurs pas. Et la stratégie énergétique 2050, c'est le premier pas, qui, grosso modo, fixe des mesures jusqu'au début des années 2020, qui naturellement sont censés déployer un peu les effets. Disons, là, c'est un petit peu la première étape qui conduit à 2030-2035. Mais normalement, il devrait y avoir d'autres mesures. Déjà, au début dans les années 2020, il devrait y avoir d'autres mesures complémentaires qui devraient prendre le relais des mesures qui sont données, qui ne sont que temporaires. Je parle des subventionnements. Enfin, bon, on vous donne des buts, on vous dit voilà le premier pas, mais il y en aura beaucoup d'autres pour arriver là où on serait censé arriver en 2050. En gros, les mesures telles qu'elles sont dans le paquet, c'est grand. Je ne sais pas si vous avez regardé le petit leaflet, là, le petit cahier rouge là. Il y a la deuxième partie, c'est les pages roses où il y a les modifications légales. Mais alors, j'ai pas compté, mais c'est des dizaines de pages. Il y a toute une série de lois qui sont modifiées. C'est vraiment un gros, c'est un gros truc. Il y a énormément de mesures. Si je vais un peu aux choses essentielles, on modifie la loi sur l'énergie nucléaire. Donc on dit, il n'y aura plus d'autorisation pour construire des centrales nucléaires. On prévoit de stimuler les économies d'énergie par un programme d'assainissement des bâtiments que l'on finance. C'est un programme qui a déjà été lancé depuis 2010, je crois, et qu'on finance par une augmentation du kilowatt-heure. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vous qui le payez, mais en tout cas vos parents, peut-être certains d'entre vous, pour chaque kilowattheure, vous payez 1,5 centime de surtaxe qui finance l'État et ses projets par exemple, de subventionnement du renouvelable. Ça passera à 2,3 centimes par kilowattheure. Alors, pour donner une idée, pour un ménage de 4 personnes,
Aujourd'hui, il paye environ 75 francs de surtaxe par année, et là, il payerait 115 francs de surtaxe par année. D'où les fameux 40 francs de plus que met Madame Leuthard en avant. Voilà. Avec cet argent, donc, on subventionne le solaire, l'éolien, les pompes à chaleur. Il y a aussi une partie de cet argent qui ira pour subventionner les grands barrages, parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait ce changement du contexte économique qui fait que maintenant, les grands barrages, la Dixence, tout ça, pour la plupart d'entre eux, ils perdent de l'argent, mais ils perdent des sommes colossales parce que simplement, ils n'arrivent plus à vendre à des prix suffisamment intéressants. Alors qu'avant, ils gagnaient bien de l'argent parce qu'ils peuvent produire au moment où l'électricité est très chère, quand il y a les pics. Enfin, bref, maintenant, ils perdent de l'argent et là, il y a 100... Oh, j'ai un blanc. 150, 120, 180 millions qui ira pour un peu les aider. À partir de là, Économie Suisse, qui était contre le projet, a un peu évolué et puis s'est dit qu'ils n'étaient plus contre, ils le soutiennent parce qu'il y a quand même des gens importants qui ont dit, écoutez, c'est quand même des sous, 150, 120 ou 180 millions. Non, il y a beaucoup d'argent là derrière, des deux côtés. Il y a vraiment beaucoup d'argent. Puis je trouve que quand on voit la campagne et quand on voit qu'il n'y a que des affiches pour le oui, on se dit qu'il y a quand même aussi beaucoup d'argent chez ceux qui soutiennent ce projet. Il y a beaucoup d'intérêt économique là derrière. Donc, sortie du nucléaire, énorme programme d'économie d'énergie. Alors, dans les bâtiments, dans l'industrie, les voitures, de nouvelles normes d'émissions de CO2, etc. L'encouragement des énergies renouvelables, transformation, j'entre pas dans les détails de la RPC. On change aussi comment dire, les conditions de traitement légal d'une opposition. Ça concerne par exemple les éoliennes. Si vous voulez mettre des éoliennes dans un site naturel d'importance nationale, aujourd'hui, c'est dur. Parce qu'il y a des opposants, vous vous retrouvez devant le tribunal fédéral, et pour défigurer un site naturel d'importance nationale devant le tribunal fédéral, c'est dur. En général, vous perdez. Et là, la loi, elle dit quand une installation électrique des éoliennes, un parc d'éoliennes est jugé d'importance nationale, le tribunal, il doit traiter ces deux importances nationales à un niveau d'égalité. Donc, on change, si vous voulez, les conditions d'opposition à des parcs éoliennes, on les rend quand même beaucoup plus difficiles parce que vous pouvez aller dans un endroit qui sera, n'est-ce pas, jugé particulièrement beau, etc. Et là, on dit, bon, ben, OK, il est très beau, mais l'enjeu énergétique, il est aussi important. Et ben, voilà, il faut trancher entre ces deux enjeux. Alors qu'avant, c'était naturellement, la protection du paysage était plus importante. Et puis, il y a une foule de mesures. Alors là, c'est incroyable. C'est aussi quand même très compliqué. Les modes de subventionnement, les calculs, qui a droit dans l'hydraulique, les petites installations hydrauliques peuvent toucher un petit peu d'argent, mais quand elles sont petites, mais un petit peu plus grandes, elles peuvent plus. Enfin bon, c'est un dédale assez compliqué. Les tensions aujourd'hui, qu'est-ce qui divise les gens? Pourquoi? Les coûts. Doris Leuthard, 40 francs. L'UDC, 3200 francs par année. Il y a un petit gap. Alors Doris Leuthard, elle parle du premier pas dont je vous ai parlé. Maintenant, il y en a combien d'autres? Puis ils coûteront combien, chacun de ces pas? Ben, il y en a d'autres, et puis ils coûteront. Donc, 40 francs,
c'est juste dire, vous votez pour ça aujourd'hui. Mais cette stratégie, elle entraînera d'autres pas, elle entraînera d'autres coups. Les opposants, ils disent 3002, parce qu'ils ont pris un chiffre dans le rapport qui calcule un peu l'ensemble des investissements. 200 milliards, règle de 3, tac, ça fait un petit peu moins de 3002, j'ai fait le calcul, mais enfin, bon, on est à 3000 et quelques. Bref. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a quand même une bonne partie de ces investissements qu'il faudra de toute façon faire, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que si on dit non, eh bien, on ne va rien payer, il ne faudra pas refaire les réseaux, faudra pas... Enfin, de toute façon, il y a une bonne part de ces 200 milliards qui, de toute façon, devront être faits sur le réseau, etc. Voilà. Alors, où est la vérité entre 40 francs et 3200 francs? J'aurais de la peine à vous le dire, peut-être que vous en saurez plus. Disons, ils mentent l'un et l'autre. Et c'est peut-être aussi un des éléments du débat, c'est que c'est pas facile. Mais c'est aussi pas facile de faire, c'est aussi, quand on fait un pari sur 2050, de dire comment on y arrivera, ce que ça coûterait, etc., c'est impossible. Voilà. Donc, grosse tension autour des coûts, grosse tension autour de la capacité à combler ce socle que produit le nucléaire avec de l'énergie renouvelable. Voilà. Alors là, c'est des débats, moi, qui me dépassent. J'imagine que là, vous êtes... mais enfin, il y a une très grosse tension là autour. Il y a des experts qui disent on peut y arriver, d'autres qui disent on ne peut pas y arriver. Au début, on disait de toute façon, il faudra construire des usines de production d'électricité à gaz. Maintenant, on n'en parle plus tellement. On importera. Dans le contexte actuel, voilà, comme il y a une surproduction, ben, on se dit, OK, voilà. Grosse tension autour de la machine administrative. Si les gens, si le PLR ou l'UDC s'y opposent, c'est parce qu'ils disent ça va être un délire administratif. C'est monstrueux, cette machine. C'est une usine à gaz, puissance 5. C'est phénoménal. Il y a par exemple des gens comme M. Roch, l'ancien directeur du WWF et de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, de l'Office fédéral de l'environnement, je crois que ça s'appelle, qui s'oppose à ce projet. Il s'y oppose essentiellement à cause des éoliennes et de l'atteinte au paysage, mais il s'y oppose aussi en disant on aurait dû faire cette loi, alors qu'il soutenait le projet à l'origine. Hein. Il disait c'est génial ce qu'on a fait, ce virage antinucléaire, c'est génial, mais au bout du compte, il dit non, on va foutre en l'air nos paysages, c'est scandaleux, et puis elle est 10 fois trop compliquée, cette loi, on pourrait la faire beaucoup plus simple. Bon, il y a grosse tension autour de la machine administrative qui sera mise en place, et grosse tension, enfin, je viens de l'évoquer, autour de la protection du paysage. Fazit, comme on dit en allemand, la conclusion, bon, ben, à chacun de se... c'est un pari, c'est vraiment un pari. Vous sentez bien que, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, politiquement, quand je regarde aussi les conversations que j'ai avec des collègues, etc., nous, à Berne, on est quand même toujours un petit peu du côté du pouvoir, quand on est journaliste. Je ne devrais pas vous le dire, parce que c'est honteux. Mais, comment dire, pas du pouvoir, mais quand on voit les chambres s'engueuler, s'écharper sur un projet, puis quand on les voit arriver à une solution de compromis, généralement, quand même, le Bundeskorrespondent, il est un peu content de ses troupes. Il se dit, ah, ils ont fait du bon boulot quand même, là. Il y a la gauche qui a fait un petit bout, il y a la droite qui a fait un petit bout, c'est raisonnable. Et je pense qu'il y a un peu ce sentiment-là, d'une manière générale, dans la population, et c'est un sentiment que moi, j'observais un peu chez mes collègues, où finalement, on se disait, bon, là, c'est un très gros dossier, extrêmement important, on sort du nucléaire, puis on marque un chemin, et puis ils ont réussi à se mettre d'accord, bravo. Et puis c'est vrai qu'après, quand on entre un peu dans le détail, quand on regarde vraiment toutes les questions que ça pose, on se dit, bon, ouais. Et puis quand on voit aussi
ouais, c'est 40 francs ou c'est 3200 francs, on se dit, bon, on se fout un peu de la gueule du monde, quoi. C'est pas, quand on les résume comme ça, il y a, bon. Mais j'aimerais aussi dire que du côté des opposants, ce qui me frappe, c'est qu'ils disent non, mais ils disent absolument pas ce qu'il faudrait faire. Et le seul dont j'ai eu une réponse un peu claire, c'était M. Blocher. Puis il disait, bon, si je posais la question à M. Rushdie, le président de lui, c'est un peu compliqué, j'avais de la peine à comprendre. Avec M. Blocher, c'était très clair. Il m'a dit, écoutez, actuellement, il y a trop d'électricité en Europe, elle coûte 3 fois rien. Donc, on n'a pas de problème. On continue comme maintenant, on importe, voilà. Et puis, dans 20-30 ans, eh ben, ma foi, le marché, il aura trouvé des solutions. Et ce sera peut-être du nucléaire, ce sera peut-être autre chose. Bon, au moins c'est clair. Mais, disons, comme observateur, je me dis, OK, chacun a un petit peu sa Bible, comme ça, sa foi. Hein. Il y en a qui disent, on doit arriver à ce but, et puis c'est vrai qu'ils offrent quand même un chemin, hein, le premier pas, tout en disant, voilà le but. Et puis on ne sait pas très bien comment on y arrivera, mais on se met en chemin pour le faire. Puis il y en a d'autres qui disent, nein, ils ne disent pas vraiment comment ils vont y arriver. Puis eux, leur profession de foi, c'est, vous verrez, dans 30 ans, tout ira bien. On aura une solution. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Favra, docteur Favra, professeur Favra, qui est directeur et professeur du laboratoire énergétique. J'étais. Ah. Je suis à la retraite maintenant. Ah. Bon, à l'EPFL, et qui nous parlera plutôt du côté énergétique. D'accord, merci beaucoup. Je garde. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour cet excellent résumé de ce qui s'est passé. Je vais essayer d'ajouter quelques éléments. À vrai dire, il y en avait M. Rushdie ici il y a 2 jours à l'EPFL. Et mon interprétation, c'est il nous dit plongez dans la piscine, en 2030, il y aura de l'eau. Et c'est un petit peu ça qu'on peut se dire, puisqu'il n'y a vraiment aucune information. Et je crois que peut-être une des composantes, vous avez compris tout de suite que je suis plutôt favorable, mais je dégagerai pourquoi. Et simplement qu'on a affaire à un système énergétique qui est un système, quand on discute au niveau national, où il y a des constantes de temps qui ne sont pas négligeables. Et même si on décidait, comme disait M. Génécon, de poser en vers 2030, quand le solaire sera encore meilleur marché, on installera sur les toits, eh bien, on ne va pas pouvoir mettre la moitié de la population sur les toits pour aller poser des capteurs solaires. Hein. Il y a des délais qui sont très importants et chaque fois qu'on discute du système énergétique, et une centrale nucléaire encore plus, puisque là, on parle de 15 à 20 ans souvent, pour pouvoir la mettre en œuvre avec toutes les oppositions. Alors, d'abord, ce que je voulais faire, c'était brièvement raconter le système mondial, déjà au départ, parce qu'il y a un certain nombre d'événements. Ensuite, la Suisse, la loi, la situation, les scénarios. Et puis, je me suis écarté par rapport à... Désolé, hein. Ensuite, il y a les impacts, les économies d'énergie, c'est très important, c'est ce qui est négligé souvent, qui est critiqué par la plupart des gens. Ils voient économie d'énergie, donc économie de services énergétiques. Et ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas dans une... il n'est pas du tout proposé de réduire les services énergétiques. D'accord. Et puis finalement, l'effet rebond, il y a certains de vos professeurs ici qui parlent beaucoup d'effets rebond. Et je conteste un petit peu ça quand il s'agit de la Suisse, mais je dirais pourquoi. Et finalement, les impacts sur les acteurs économiques et quelques conclusions. Juste pour rappeler, dans ce diagramme, on a pris ici 1000 ans d'intervalle. Et qu'est-ce qui s'est passé? En gros, vous avez en jaune, c'est la population. D'abord en vert, la population. La population était extrêmement stable pendant presque 1000 ans. Il y avait les guerres, mais il y avait aussi l'absence de soins, hygiène et autres. Et c'est surtout à partir de la révolution industrielle
qu'on a pu commencer à avoir, là j'essaye de mettre, c'était donc autour des 1800 qu'on a eu toutes ces courbes qui ont augmenté. Alors il y a quoi comme courbe? Il y a la courbe verte qui est la courbe de population, la courbe jaune qui est la courbe de consommation d'énergie et la courbe rouge qui montre les variations de CO2 dans l'atmosphère. Alors ces variations, elles ont des variations naturelles, mais tout d'un coup on voit que tout ça, ça s'envole. Et pour un ingénieur mécanicien comme moi, c'est comme une suspension de voiture où on n'a pas d'amortisseur et à la fin, où est-ce qu'on va aller, hein? Donc on voit, on arrive, on veut essayer d'incurver la courbe rouge à 450 ppm tout en haut et il va falloir faire pas mal d'efforts pour y arriver. Ça, c'est ce qui se passe au niveau mondial. Comme ça a été dit, j'ai fait après mon doctorat, j'étais assistant scientifique à l'exploration dans le nord canadien. Et là, ça me fait que si je veux illustrer l'effet de serre et le réchauffement global, vous voyez ici à gauche, à la même période, en 79, quand j'y étais, tout ce qui est rouge, c'est la glace de mer sur le pôle Nord. Le pôle Nord, à droite, vous avez la Russie, à gauche, vous avez le Canada. Et puis en blanc, le Greenland. Et puis à droite, vous voyez cette même zone rose qui donne effectivement l'étendue de la banquise maintenant 2015. Et c'est énorme. On parle maintenant de pouvoir effectivement passer ce passage du nord-ouest avec des marchandises. Maintenant, si on met tout ça dans une échelle de 7 millénaires, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on va avoir une petite pique. Notre période, c'est un petit pic. Et puis après, il va bien falloir, on était parti de renouvelables, il va bien falloir revenir à du renouvelable, voire à de la fusion ou de la fission 4e génération. Mais il faut essayer d'imaginer le système où on va aller. Et si, entre-temps, on n'a pas dégradé le système davantage. Ensuite, on a... alors, si je viens maintenant à la loi sur l'énergie, hein, la loi sur l'énergie, comme ça a été dit, non pas encore dit, ça remplace une loi de 1998. Donc, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une loi, ce n'est pas quelque chose qui est pour un siècle. Hein. On change assez régulièrement, surtout quand il y a des événements. Donc, on peut dire que ce n'est même pas 20 ans qu'on revoit la loi sur l'énergie. Et les principales lois affiliées, ce sera un petit peu du même topo. Alors, elle a été approuvée par le Parlement, comme ça a été dit, avec des majorités 120 à 72 et 35 à 6, de manière très confortable, après qu'elle ait été en septembre passé. Elle traite de l'ensemble de l'énergie, pas seulement de l'électricité. Hein. Et ça, c'était un des bénéfices qu'on pouvait dire. Parce que jusqu'alors, moi, j'avais même des collègues qui disaient « Ah non, mais il faut s'occuper que de l'électricité. » Surtout les ultra-pro-nucléaires, c'était ça. Parce que faut pas regarder le reste. Le reste, qu'il y ait 3/4 d'énergie qui soit importée sous forme de, disons, 2/3, en tout cas, sous forme de produits pétroliers. Faut pas regarder ça. Et puis le CO2, faut pas trop regarder. Faut s'occuper que de l'électricité. Et alors, au moins, cette loi, mais ça a été aussi un facteur de complication, elle va traiter de l'ensemble des usages de l'énergie et par conséquent, on a une vision d'ensemble et ce n'est pas toujours très facile. Alors, elle amende aussi un certain nombre de lois, ça a été dit, la loi sur le CO2, la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, parce qu'on peut déduire ces frais du revenu, donc ça c'était aussi quelque chose d'important. Et puis la loi sur l'énergie nucléaire, ça a été dit également, mais ce qu'il faut dire aussi quand même, la loi sur l'énergie nucléaire, elle interdit de donner des autorisations de construire de nouvelles centrales, mais elle dit aussi qu'il faut que le Parlement ait prié, le gouvernement ait prié d'informer régulièrement sur l'état des technologies nucléaires. Donc ça veut dire qu'il y a un article qui dit ça. Ça veut dire que régulièrement, on dit, bon, on interdit, mais on n'empêche pas les recherches et on demande au gouvernement de dire régulièrement comment ça évolue autour des technologies nucléaires.
Et puis, finalement, la loi sur l'approvisionnement en électricité, là c'est des choses qui font grimper les murs à certains opposants. C'est le fait qu'il va falloir évoluer vers des solutions plus intelligentes, et ça veut dire que le gouvernement pourrait imposer d'avoir des compteurs qui ne soient pas comme ceux qu'on a maintenant, où il y a quelqu'un qui doit passer une fois par année, relever les compteurs. C'est quand même un peu archaïque à une époque où on est avec l'informatique et les communications, et là, et c'est surtout d'aller vers des compteurs plus intelligents. Et qui dit compteurs plus intelligents, c'est-à-dire la capacité de gérer beaucoup mieux des stockages locaux par rapport aux besoins globaux, etc. Il y avait déjà un petit peu ça avec les boilers, qui étaient où les compagnies électriques pouvaient commander plus ou moins les boilers domestiques avec l'eau chaude chauffée par résistance électrique. Quand ça les arrangeait, ils pouvaient jouer un peu là-dessus. Mais toujours est-il que la vision du futur, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus jouer au niveau des quartiers, avec des mesures intelligentes, et c'est ça qui est aussi dans la loi. Alors, à part ça, l'historique, il faut comme le dire, depuis 1998, il y a eu quand même un certain nombre d'événements. Un événement qui est passé inaperçu au niveau nucléaire, c'était en 2002, il y a eu une centrale à l'Ohio, où tout d'un coup, après des années, à peu près 4-5 ans, ils ont découvert une cavité de la taille, dit l'article, d'un ballon de football américain, dans le couvercle de 15 cm d'épaisseur d'un réacteur nucléaire. Et ça aurait introduit, il reste 1 cm, ils ont détecté ça quand même, après des années, et ça aurait été vraiment un accident particulièrement original, dans la mesure où jusqu'à présent, la plupart des autres, on avait pu éteindre le réacteur, et puis c'était un défaut de refroidissement qui a fait fondre les réacteurs et qui a fait fondre le sol de béton, etc., qui était autour des centrales, les accidents principaux. Mais là, et puis ça s'est passé relativement inaperçu, mais toujours est-il que ce qui est très important dans tout ça, c'est quand même l'effet humain, et c'est sûr que les contrôleurs de l'époque, d'avoir raté cette formation d'une cavité de cette envergure par une petite fissure chimique, l'injection chimique, ça c'était vraiment un peu dommage. Après, il y a aussi, vous avez vu peut-être des articles, à Fukushima par exemple, ils avaient fait 4 centrales au bord de la mer, et puis ils avaient creusé pour les ancrer plus proches du rocher, parce qu'à cause des tremblements de terre. Puis quelques années plus tard, ils en ont fait 2, mais là ils n'ont pas creusé, ils les ont mis plus haut. Donc ils avaient réalisé qu'il y avait un petit problème potentiel avec la mer, mais ils n'ont pas rehaussé les digues, et ça veut dire que les digues étaient 2 fois trop petites quand est venu l'accident. Ils n'avaient pas déplacé même les organes de secours, les générateurs de secours qu'ils ont laissés en bas et qui ont été noyés quand il y a eu l'eau qui est arrivée. Ils n'avaient pas mis, même comme on a en Suisse, alors, des recombineurs d'hydrogène, parce que quand il y a un accident, il y a de l'hydrogène qui se forme, et dans le bâtiment, on recombine cet hydrogène, il y a des catalyseurs, et nous on fait ça, mais là ils n'ont pas fait, donc les bâtiments ont explosé, pas le réacteur, mais les bâtiments ont explosé parce qu'il y a eu tout ça. Donc, il y a eu pas mal d'événements qui étaient plus liés à des décisions humaines et d'investissement que seulement au tsunami, comme on veut bien le dire. Et ça, à part ça, on a eu... il y a aussi, n'est-ce pas, des nouveaux problèmes qui apparaissent. Je ne sais pas si vous avez vu un certain nombre de films sur Arte, mais d'abord sur les mines d'uranium, parce qu'on a tendance à acheter les produits ici, à les importer, mais en réalité, sur les mines d'uranium, il y a des scandales assez importants au niveau du Niger, où tout d'un coup, les populations locales sont complètement négligées parce que l'argent va au gouvernement, mais ne s'occupe pas des gens locaux, et on exploite à peu près 20% des minerais, mais tout le reste, on laisse à l'air, et c'est avec des particules qui se diffusent partout. On a découvert maintenant du plutonium près des côtes de La Hague et des côtes de Sunnyfield en Angleterre, etc. Donc il y a un certain nombre aussi de problèmes qui sont liés. À part ça, il y a eu les accidents pétroliers, il y a eu bien sûr la plateforme Deep Horizon qui avait fait pas mal de choses, et puis là encore, de nouveau des scandales au Nigeria avec un chenille pas possible au niveau de l'exploitation en mer, de grandes compagnies européennes, etc. Et puis finalement les sables bitumineux, c'est la même chose aussi.
Là, on doit avoir des canons qui font du bruit pour pas que les canards viennent se poser parce que c'est tellement acide, les lacs qu'ils ont formés là-haut, dans ce paysage qui a été complètement défiguré, qu'on est dans ces situations. Alors, ça me rappelle un tout petit peu ma recherche quand j'étais dans le pétrole, où les gens devaient se faire, quand ils tiraient les tubes, ils se faisaient arroser de boue, alors qu'il faisait moins 35 à l'extérieur. On faisait juste passer un peu la chaleur des moteurs dans les derricks, mais on cherche vraiment dans des conditions qui sont des fois difficiles. Donc voilà, et les gaz de schiste et pétrole de schiste, il y a aussi toute une série de problèmes qui s'apparaissent. Donc à part ça, il y a la surcapacité d'investissement qui a été mentionnée. Effectivement, généralement les opposants à la loi disent que c'est à cause des subventions renouvelables, c'est un élément, mais ça a été surtout qu'en 2008 et 2016, la capitalisation boursière des grandes compagnies allemandes a baissé de 70 à 90%. Si vous regardez Alpiq entre 2008 et maintenant, on est à peu près à moins 90%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu tellement d'erreurs d'investissement qui ont été faites. Tout le monde, comme des moutons, ont commencé à investir et on s'est retrouvé en Allemagne avec une capacité de l'ordre de 95 centrales nucléaires, en gros si je résume, alors qu'ils en ont besoin en conventionnel, c'est-à-dire nucléaire, charbon, lignite, ils ont besoin que de 45 à 55. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, on amortit les centrales, et puis après on vend au prix coûtant, et on arrive à des prix de marché qui sont dessous toutes les autres productions, que ce soit le nucléaire français qui a été jugé par la Cour des comptes à près de 6 centimes d'euros le kilowattheure, et que toutes les autres, et notre hydraulique en particulier, plus rien ne rapporte, sauf peut-être les centrales amorties au charbon, où ça permet de vendre à 3 centimes, à 4 centimes d'euros sur le marché européen. Et ça, c'est un petit peu les conditions qui sont autour de ces réflexions. Alors après, on a bien sûr cette nouvelle loi, elle a des tas de beaux principes. Le début c'est exposé dans les premiers articles. Ensuite, on a l'électricité renouvelable, on a quelques cibles qui ne sont pas des objectifs fermes, mais des cibles qui sont pour le non-hydraulique d'atteindre ces quantités-là. Je montrerai un tout petit peu ce que ça donne quand on regarde sous un plan de l'ensemble de la consommation. Et puis, ça introduit surtout cette surtaxe de 1,5 à 2,3 centimes par kilowattheure qui est décrite comme une grande catastrophe qui avait tué toute notre économie. En réalité, en Allemagne, les consommateurs privés comme vous et moi, ils payent déjà 6,8 centimes d'euros par kilowattheure rien que pour la surtaxe énergie renouvelable. Et autant dire que quand on passe, nous, à 2,3, on est un facteur 3 en dessous des efforts que font les Allemands, qui ont des capacités, si on prend les revenus moyens, qui sont bien inférieurs à ceux qu'on a en Suisse. Donc, on en fait une montagne, et voilà un tout petit peu les conditions générales que l'on a actuellement. Alors, le paquet, ça a été dit, la loi, elle couvre toute une série de paquets, elle a une vision en 2050, parce que pour arriver quelque part, il faut quand même savoir où on veut aller. Et je pense que c'est son mérite d'avoir essayé de définir des cibles à long terme. Mais bien sûr qu'on vote essentiellement sur le premier paquet de mesures. Et ce premier paquet de mesures, il touche beaucoup des éléments qui ont été mentionnés, cette surtaxe, l'amélioration des bâtiments, etc. Et l'amélioration surtout de l'efficacité énergétique. Ensuite, donc en gros, ce sur quoi on vote, c'est entériner la sortie du nucléaire pour l'instant, puisque comme je l'ai dit, il y aura un rapport régulier qui doit être fait de la part du Parlement. Il y a accroître l'efficacité énergétique, il y a développer les énergies renouvelables et puis ensuite sortir quand même graduellement du système de subsides. Donc l'idée du subside, c'est de faire surtout donner un coup de pouce pour qu'on mette la machine en route, en quelque sorte, pour qu'on aille vers des technologies qui permettent d'atteindre des choses en 2050, et puis élargir la possibilité d'autoconsommation, ça c'est aussi important, et puis toutes sortes de petites autres mesures qui sont faites. Alors, ouais, ça c'était juste pour illustrer mon propos d'avant. Le sable bitumineux, ça se présente un peu comme ce que vous avez là en bas. C'est des grains noirs que vous pouvez prendre dans la main comme du sable. En haut, vous voyez les gens qui font de l'exploration. Maintenant, comment est-ce qu'on consomme en Suisse? Ça, c'est les énergies finales, donc celles que les gens peuvent acheter. Vous pouvez acheter de l'électricité, vous pouvez acheter du carburant, du combustible, etc.
Alors en gros, ici, ce on ne peut pas aller dans trop de détails, c'est le calculateur qu'on a mis sur pied, parce qu'en 2013, la Confédération avait demandé un rapport à Prognos. Prognos, c'est une compagnie qui a des modèles économiques, et ils ont fait un rapport de 800 pages, et nous, on s'est dit à l'EPFL, mais il faudrait quand même qu'on arrive à expliciter leur modèle, surtout qu'ils ne donnent pas toutes les données qui sont derrière et qui ont validé les choses. Alors, en gros, vous avez accès à ce logiciel Energyscope, j'avais laissé quelques leaflets, et là, on peut voir ce que chaque service énergétique demande, en quelque sorte. Alors, l'électricité, en fait, c'est très peu, c'est 25%, hein, c'est très important, mais c'est relativement peu, puisque le reste, c'est tout des éléments qui ont affaire à des combustibles, en gros. Et alors, ce que vous avez ici, c'est, si je prends en bas, tout ça, c'est la partie bleue en bas, c'est de l'électricité où l'électricité n'a pas de concurrence. Typiquement, vous n'allez pas remettre des lampes à gaz, hein, vous allez mettre des choses. Et donc, pour toutes ces applications-là, vous avez à peu près ceci. Après, il y a le chauffage, il y a les listes de droite, les pompes à chaleur électriques, etc. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux gros secteurs. Le secteur en bleu, les bleus rayés, là, c'était en 2011, hein, mais ça n'a pas changé dramatiquement. Eh bien, c'était les habitations, tout ce qu'on brûle comme combustible pour les habitations. Et ensuite, l'autre grand secteur, c'est le transport routier, et puis aérien. Et là, on voit que... Alors, étant donné que le chauffage représente une telle partie, on a quand même environ 70% de chauffage à mazout, eh bien, vous voyez que ça produit cette courbe qui va de janvier à décembre et qui est très, très saisonnière. Hein, d'accord, ça c'est le premier point. Après, si vous avez... on regarde un tout petit peu sous une forme annuelle, entre 2011 et 2035. Alors, ce qui est proposé, alors il y a plusieurs scénarios que Prognos avait fait, mais si je prends le scénario le plus optimiste, qui est celui sur lequel, pour l'instant, s'aligne la Confédération, eh bien, on voit de nouveau où on peut économiser beaucoup. Alors, on voit en jaune en haut, on a représenté la chaleur qui est dissipée dans l'atmosphère par des tours de refroidissement, des choses comme ça. C'est simplement pour marquer l'importance que pourrait avoir des centrales chaleur-force dans ce contexte. Et ensuite, on a les zones bleues, comme je les ai indiquées, qui sont les zones où on peut faire des économies de manière substantielle. Et quand on regarde ces chiffres, malheureusement, nous, on avait pris 2011 et la Confédération de la loi a pris 2000. Et quand on fait le rapport entre 2000, si j'avais mis, j'aurais dû le faire, mais la colonne qui correspond à 2000, on voit qu'on est pile dans les chiffres, on arriverait avec ces scénarios à économiser ce qui a été mentionné, les 43% de réduction d'énergie finale. Et est-ce que vous avez l'impression, il y a eu déjà 15% d'économisés entre 2000 et 2015. Vous avez l'impression qu'on a beaucoup manqué de services énergétiques, qu'on a eu des douches froides tous les jours? Non, on a sérieusement amélioré les choses et je pense que c'est parfaitement réaliste de pouvoir le faire. Après, regardons l'électricité maintenant. L'électricité, ça c'était 2011. On a la courbe en trétillé en haut, c'est la consommation mensuelle, hein, toujours mensuelle. Et puis on voit que ici, ça c'était en 2011, mais déjà en 2011, mais déjà depuis 2005, on manquait d'électricité en hiver. Depuis 2005, nous, et la France aussi, doit souvent importer de l'Allemagne parce qu'ils ont des chauffages électriques, ils ont une consommation beaucoup plus élevée. Alors, ça, c'est la situation telle qu'elle est. Alors maintenant, vous enlevez la couche supérieure ici, et c'est ce qu'il y a si on n'a plus de centrale nucléaire. Alors là, il y a, évidemment, l'écart devient très important, donc ça veut dire qu'il faut quand même se bouger un peu si on veut compenser ça d'ici 2035. Alors évidemment, il y a des hypothèses qui sont faites dans ces scénarios sur quels sont les scénarios en 2035 pour la consommation d'électricité ou 2011. Alors là, on a juste représenté. En fait, l'hypothèse est faite qu'on va avoir peu de variations. En fait, on a un petit peu de tassement parce qu'on arrive à faire beaucoup mieux au niveau du chauffage en hiver, y compris avec des pompes à chaleur. Et puis après, alors il y a... comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors là, on a pris simplement le mode en 4 saisons. Et en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir d'ici 2050, c'est avec les renouvelables. En rouge, vous avez le géothermique. En bleu clair, vous avez l'hydraulique
de rivière. Et cette hydraulique de rivière, elle donne beaucoup moins en hiver parce que l'eau reste sur les montagnes sous forme de neige. Donc, et puis les glaciers ne fondent pas en hiver, pas encore. Et et en vert, vous avez l'éolien. C'est pas énorme, hein. Les objectifs, l'éolien, l'avantage, c'est un peu plus en hiver qu'en été. Et puis, en jaune, c'est le solaire, c'est ramené à la saison, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur et comment est-ce qu'on peut imaginer faire cette étape? Eh bien, c'est un petit peu comme l'image du paysan. Le paysan qui mettait ses vaches à la montagne, il ne pouvait pas redescendre le lait l'été. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé le fromage. Et puis après, on mangeait du fromage pendant l'hiver. Eh bien, en énergie, il va falloir faire la même chose. Même si on développe beaucoup plus d'hydraulique et de solaire en été, il va falloir faire on prévoit de faire des combustibles, des carburants synthétiques, c'est-à-dire qu'on va refaire des hydrocarbures à partir d'hydrogène solaire et à partir du CO2 qu'on peut capter sur des installations de béton, de ciment, etc. Et on pourrait refaire et faire ce passage. Ça, c'est un peu le challenge au niveau de la recherche et développement. Trouver un mode de stockage d'hiver à l'été, d'été à l'hiver, ça, c'est un petit peu le challenge qu'on a dans le futur pour ces choses-là. Et puis, alors, si on regarde du point de vue électrique ce qui est prévu, les barres de gauche ici sont les barres 2011 que j'avais montré tout à l'heure, et la barre de droite, c'est la nouvelle, qu'est-ce qui est envisagé. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant? Eh bien, on a l'ensemble des renouvelables qu'on connaît, qui est jusqu'aux barres jaunes, et puis ensuite, on a des barres violettes, qui sont ce qu'on appelle la cogénération des centrales chaleur-force. C'est-à-dire, au lieu de brûler du combustible dans une chaudière, on fait de l'électricité et on fait de la chaleur en même temps. Et ça, c'est une des options possibles pour pouvoir faire le gap si on veut rester purement en Suisse. Et si possible, on brûle non pas du combustible fossile, mais on brûle du combustible qui vient de des combustibles synthétiques qu'on a pu faire en été. Alors, si on regarde globalement maintenant les 6 paramètres de cette stratégie énergétique, on voit que entre 2011 et 2050, en gros, l'énergie finale, il y a une réduction substantielle d'énergie finale. Il y a l'électricité, elle reste à peu près équivalente, le rouge étant l'importation et le vert l'exportation. On a des renouvelables, on passe de 18% à 71% en 2050. Si on maintient cet objectif et on arrive à avoir les instruments pour le faire. Le CO2 est diminué considérablement, donc on répond allègrement à ce qu'on s'est engagé à Paris avec la COP. Et les déchets de longue vie sont considérablement diminués. C'est des déchets nucléaires qu'on va peut-être stocker. On vise 2040, c'est-à-dire 70 ans après avoir commencé de les produire. On espère peut-être arriver à les stocker. Puis encore, on a défini plusieurs sites, mais on n'est pas sûr que les gens accepteront. Et en plus, on passe pour un bon élève à l'échelle mondiale, puisque les bons élèves sont la Finlande, la Suède, et puis la France en 2025. Et puis nous, en 2040, autant dire que les Américains et autres, ils sont encore un bout derrière quand il s'agit d'imaginer de stocker ces déchets. Et puis finalement, à droite, les coûts. Alors parlons coûts. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, indépendamment qui sont mis en place, on a simplement essayé de se dire, OK, on a un système énergétique en 2011. En 2050, on a un nouveau système énergétique. Avec les courbes d'évolution des coûts, des technologies, combien va nous coûter le nouveau système en 2050? On ne fait pas le passage de 2011 à 2050, c'est un peu trop compliqué pour notre niveau d'ingénieur. Mais en tout cas, on imagine. Et quand on fait ça, et quand on ajoute les choses, on s'aperçoit qu'on passe de 21 milliards à 24 milliards. Mais en tout cas, on est dans des fourchettes qui sont dans la fourchette d'erreur. Donc, quand on imagine ce but-là par rapport à d'où on part, eh bien, on ne voit pas les immensités de coûts qui sont mentionnés. Je crois que ce qui est dans les mesures qui sont entreprises et qui sont mises en évidence, c'est surtout le fait pour lancer la machine, pour aller vers des technologies qui soient plus efficaces. Mais globalement, avec toutes les hypothèses qu'on a faites et qui, dans notre logiciel, sont illustrées par des publications, et chacun peut aller vérifier si nos publications sont pertinentes ou pas. Et si vous trouvez qu'elles ne sont pas, dites-le nous, parce qu'on est prêt à regarder d'autres visions. Mais en gros, c'est ça. Et alors, le rapport Prognos avait 3 différents scénarios. Là, on retrouve de nouveau à gauche, au niveau des coûts,
le 2011, et puis les coûts 2050, il y avait 3 scénarios. Un c'est le business as usual, c'est celui qui est le haut, et c'est celui qui ressort dans nos calculs le plus cher. Et puis le reste, mais de nouveau, on est dans les fourchettes d'erreur. Hein, donc, ça, c'est... Alors, nucléaire, si on parle de nucléaire, il faut parler des coûts. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coût de référence pour l'instant? Il y a Reva qui est presque en faillite, qui a dû être acheté par le gouvernement. Il y a Toshiba, Westinghouse des États-Unis, ils sont faillites parce qu'ils essayaient de faire ces nouveaux réacteurs en multipliant les systèmes de sécurité, mais ils arrivent dans des problèmes qui sont très très importants. Les retards sont très très importants. Et pour l'instant, la seule référence qu'on a, c'est le contrat entre EDF Energy et UK, où le gouvernement s'engage à payer à 12 centimes le kilowattheure, 9,2 pence, hein, ça correspond à peu près à 12 centimes, ça change un peu avec le Brexit, mais et sur des décennies et indexé. Donc autant dire qu'on est en train de parler de coûts qui sont à peu près 3 fois ou 4 fois plus élevés que ceux qu'on a sur le marché à l'heure actuelle, et encore indexés. Donc, c'est une proposition qui, économiquement, est vraiment très, très difficile, en grande partie à cause de cette évolution. Et je pense qu'il y a d'autres technologies nucléaires qui peuvent être plus intéressantes, mais pour l'instant, elles sont vraiment à l'état de recherche. Ensuite, les incertitudes économiques et politiques au niveau du stockage, du démantèlement, sont aussi très importantes, et on commence à les voir. Alors, si on prend un petit peu les économies d'énergie, on nous dit « mais c'est impossible, ça va, on aura les douches froides, on aura les choses, on ne va pas pouvoir téléphoner, on ne va pas pouvoir importer des bananes ». C'est un peu ça qu'on trouve sur les publicités. En réalité, si on prend le facteur de réduction qu'on a mentionné dans les principaux secteurs, les bâtiments et le transport, bâtiments, entre l'isolation, passer à des pompes à chaleur avec la cogénération, on peut gagner déjà un facteur 2, rien qu'en technologie, mais en isolant, on peut avoir facilement les 2 tiers d'économie. Et on ne va pas avoir tellement plus de mètres carrés. Je ne pense pas que si vous achetez un appartement, vous allez vraiment regarder les coûts énergétiques. On sait que le marché immobilier, les coûts au mètre carré de construction sont tellement plus importants que les coûts énergétiques, donc autant dire que l'effet rebond ne va pas avoir son effet. Puis à la limite, ce que vous pourriez faire en effet rebond, c'est dire si on est beaucoup plus efficace, c'est avoir plus de maisons secondaires. Mais là, politiquement, on a limité les maisons secondaires. Donc on ne peut pas dire qu'il y aura un réel effet rebond. Pour ce qui est de transport, si vous avez votre véhicule électrique qui arrive à consommer 4 fois moins que votre véhicule, et dans la loi c'est prescrit de suivre la communauté européenne avec passer de 120 à 90 grammes, et chaque fois qu'on dit 90 grammes de CO2 km, c'est aussi éviter tous les autres polluants, les NOx, les particules, etc. Donc à la fin, on aura nettement une pollution nettement plus faible qui est proposée, qui résulte. Personne ne parle de pollution dans ces discussions, mais pourtant c'est un élément important. Et puis finalement, surtout, quelles options? Alors j'étais effaré il y a 2 jours de voir les opposants essayer de proposer quelque chose. C'était, oui, on va importer, et puis on construira quand ça sera au meilleur marché, et puis voilà. Il n'y avait vraiment pas de solution. C'était vraiment continuer. On se met la tête dans le sable et on verra bien ce qui se passe. Alors voilà. Donc, juste au niveau technologique, je n'ai pas dit beaucoup de technologie, mais en gros, si vous avez une unité de gaz naturel, hein, le 1 ici, une unité qui vient de gaz naturel, vous brûlez ça dans une pile à combustible, eh bien, vous pouvez obtenir 0,5 kWh de... Je suis trop long. Hein. Vous pouvez dire 0,5 sous forme d'électricité et 0,4 sous forme de chaleur. Si vous utilisez ça dans une pompe à chaleur, eh bien, vous pouvez avoir 2 fois plus de chaleur au lieu des 0,9 que vous avez dans une simple chaudière. Alors, quand il y a des mentions qui sont faites d'interdire certaines chaudières, etc., mais ça fait du sens. On va devoir aller dans cette direction sans être cohérent. Et puis ensuite, et puis, les petites compagnies. Les petites compagnies, elles nous ont dit « Oh, mais à cause du franc fort, nous, on ne va pas pouvoir survivre. » Mais en réalité, la plupart des consommateurs de plus de 100 mégawattheures, 100 mégawattheures, c'est 8 fois la consommation de ma maison. Eh bien, tous ceux-là, ils peuvent aller sur le marché libre, ils peuvent acheter de l'électricité à 2-3 centimes sur le marché libre en euros, et ils bénéficient encore du franc fort, parce qu'ils peuvent l'acheter meilleur marché que les concurrents allemands. Alors là aussi, on a des choses qui sont assez étonnantes. Il y a des perspectives meilleures pour la cogénération, et dans la loi CO2, il y a des améliorations pour ça. Il y a de la création
Mon collègue a calculé qu'il y avait une augmentation nette de création d'emplois, et puis les coûts moyens et à long terme sont plus faibles, meilleure sécurité d'approvisionnement et flexibilité comme mots-clés. C'est un petit peu les éléments que je voulais dire. Alors voilà, j'arrive à mes conclusions, et désolé d'avoir été trop long, mais les constantes de temps qui sont nécessaires pour façonner notre système, pour poser nos capteurs solaires, pour poser les choses, tout ça, il faut que maintenant on se bouge un peu et qu'on fasse, et il faut aller de l'avant. Merci beaucoup de votre attention. Merci, professeur. Maintenant, deux experts, peut-être qui seront un peu moins techniques, moins sérieux. Johan et Nassim. Yes. Que vous connaissez aussi peut-être déjà. Ils font partie de la troupe Joker et ils vont nous expliquer leur point de vue. Bonjour. Qui de plus légitime que deux humoristes pour conclure cette assemblée? On voulait remercier d'abord Monsieur Rebettet de sa présentation, de sa magnifique imitation de Christophe Blocher. Et puis Monsieur Favra. Pour cette lignée de mensonges sur lesquels je reviendrai plus tard. Je vous rappelle juste que je suis élu jeune JDC au Conseil des jeunes de la ville de Lausanne, donc on en reparlera plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Et en fait, on est là pour... si vous avez des questions déjà, vous avez des questions par rapport à la présentation de nos deux collègues? Oui. C'est quoi l'effet rebond? Alors, l'effet rebond, c'est une très bonne question. C'est quand au basket, on tente le 3 points et qu'on reprend le... Voilà. Est-ce que tu as des... Ah oui, l'effet rebond. Vous voyez quand vous voulez allumer la lumière et que, en fait, en baissant votre pouce, vous rééteignez la lumière, ça fait rebondir ça. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond de la lumière et de l'énergie. Mesdames et messieurs, j'ai fait 5 ans en géosciences de l'environnement à l'Université de Lausanne. Je suis un expert. Merci infiniment. Et nous, on avait des questions déjà... Oui. Parce que c'est peut-être un sujet que vous... Donc l'effet rebond, c'est que si vous mettez une LED au lieu de mettre une lampe à incandescente, vous allez mettre au moins 5 fois plus de LED pour être sûr que vous consommez la même chose. C'est que si vous avez une prestation qui est bien meilleur marché, vous allez en faire beaucoup plus. Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans la journée. Donc si on économise d'un facteur 5 l'essence pour la voiture ou l'énergie pour la voiture, vous n'allez pas faire 5 fois plus de kilomètres parce que votre temps est limité. Et dans des pays comme la Suisse, où on ne peut pas faire, à part l'aviation, parce que l'aviation, c'est vrai que si les coûts baissent, vous allez faire plus de voyages. Mais pour le reste, c'est ça que ça veut dire l'effet rebond. Je voulais compléter, oui. Toi, tu avais des questions par rapport aux présentations, Yacine, ou tout est clair pour toi? Non, moi j'aimerais juste revenir sur ces mensonges, sur ces contre-vérités. Mais on reviendra là-dessus après ces vidéos, si possible. D'accord, mais il n'y a pas de son, en fait. Il n'y a pas le son? Très bien. Par contre, on peut danser, du coup. Voilà. Donc moi, sur les choses sur lesquelles je voulais revenir, Yacine, c'est sur... Nassim, excuse-moi. Merci beaucoup. C'est sur le côté Fukushima comme détonateur de cette entreprise, comme quoi Fukushima a fait l'effet d'une bombe dans cette initiative, c'est pourquoi cette vanne est passée totalement inaperçue. Donc moi je trouve que c'est intéressant de partir sur ce constat-là, parce que c'est un peu comme si on faisait faire du vélo, si on avait parti faire du vélo et que ton pote se pète la gueule en vélo et qu'il fait une commotion cérébrale, tu te dis qu'à ce moment-là, il faudrait que tu mettes un casque. Je pense que c'est un peu ça l'idée, et je pense que maintenant c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, n'est-ce pas, Monsieur Favra? Excellent. On parle aussi du fait que il y a des arguments d'opposition qui disent comme quoi le paysage serait moins beau. Arrêtez le bétonnage! Ouais. On dit que le paysage serait moins beau si on mettait des... Moi, je pense que si on mettait des éoliennes, je pense que le paysage serait aussi moins beau si, par exemple, il y a une explosion nucléaire. Donc ça, déjà, je pense que c'est un argument qui pourrait aller... Mais il n'y aura pas d'explosion nucléaire, Monsieur Provenzano. On ne sait jamais. Il n'y en aura pas, ça arrivait quoi? Au Japon, c'est un pays super pas sérieux, ils font n'importe quoi. Vous avez déjà vu un film de Godzilla, Monsieur Provenzano? Combien il y a eu de films de Godzilla? Combien de monstres géants qui ont détruit Tokyo? Il y a eu des papillons, des mythes, des lions géants,
des chiens géants, des ligres géants, qui sont un mélange entre des lions et des tigres, ce qui fait vraiment très peur, des lycaons géants, C'est un mélange entre- des chagnons géants, qui sont des mélanges entre des chats et des oignons. Il y en a plein, monsieur, des monstres géants qui ont attaqué la ville de Tokyo. Comme quoi, c'est un argument aussi à proposer. Mais il y a un argument aussi, on peut expliquer, par exemple, d'installer des éoliennes colorées, je sais pas, faire des peintures sur les éoliennes qui rendraient ça plus joli. Donc, après, voilà, vous avez quelques indices par rapport à ma position. Il y a d'un écart entre les 40 francs et les 3200 francs qui sont énoncés par l'opposition. Hein, ce serait Aldi contre Manor. À quel moment on va chez Manor, c'est quand on a plus d'argent, mais si on doit dépenser beaucoup plus d'argent, comment c'est moins facile, n'est-ce pas, monsieur Nemra? Oui, mais d'ailleurs, j'aimerais aussi revenir là-dessus, parce que Aldi Manor, moi je pense que c'est plutôt Globus. Vous avez vos chiffres, à vous, monsieur Favra, monsieur Rebetté aussi. Mes chiffres sont que cela coûtera 11 milliards par individu, monsieur. 11 milliards de francs par individu. Oui, c'est un ménage de 4 personnes en plus. Oui, si mais on ça veut bien. dépend, parce que est-ce que vous savez la cause numéro 1 de l'augmentation des consommations d'énergie en Suisse ces 20 dernières années? Vous êtes déjà allé à une frontière récemment? Est-ce que vous avez vu cet amassement d'individus qui viennent en Suisse pour prendre nos immeubles, pour prendre nos travaux, pour prendre nos chagnons? Tous ces individus rentrent. Et ils n'arrivent pas tout seuls dans les appartements. Ils arrivent à quoi? 10, 15, 30, 600 000? Ce sont des très grandes familles. Et qu'est-ce qu'ils font, ces très grandes familles? Ils s'amusent à faire tic-toc, tic-toc toute la journée. L'effet rebond, l'effet rebond. L'effet rebond pour faire des signaux à leurs voisins de l'autre côté de la rue, parce qu'ils n'utilisent pas le téléphone, évidemment. Bah non. Enfin, oui, parce qu'ils ont des téléphones super riches, alors qu'ils profitent de nos services sociaux. Je n'ai pas d'autre argument à avancer sur cette consommation supérieure d'énergie. Tu as raison. Monsieur Provenzano. Merci, monsieur Nemra. Et je voulais revenir aussi sur le fait que la stratégie 2050 vise à répondre aux mutations qui sont en cours. Donc moi, j'aime bien proposer des petites métaphores. Hein. C'est comme si on disait non à cette initiative, c'est qu'on aurait toujours nos prises à 3 trucs, et du coup tous les autres pays auront des prises à 2 trucs, et vu que nous on a nos prises à 3 trucs, ben, on pourra pas aller dans les autres pays où on a des prises à 2 trucs, puis on devra acheter les adaptateurs, puis les adaptateurs ça coûte super cher, et puis si on les oublie et tout en plus, donc accumulation d'achats d'adaptateurs pour pouvoir brancher les 3 petits trucs. Moi, Quoi. j'en ai une autre de métaphore, monsieur Provenzano. Oui. Quand la barque est remplie d'eau La barque- et de gens, ça signifie qu'elle coule. Non, attendez. Non, si la barque a... Il y a trop de gens en Suisse! Trop d'immigrés! Oh! Ouf! Oh! Je vais encore faire 5 si vous voulez. Et il y a aussi la question de si on ferme les usines nucléaires, où est-ce qu'on met le petit liquide vert phosphorescent? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà. J'avais une petite blague par rapport au fait que Fukushima, les 4 usines se trouvent au bord de la mer. J'ai dit que c'était des centrales balnéaires. Mais il faut faire attention parce que ça pète et c'est pas la boum de la fin de la semaine. Vous êtes délirant, monsieur Provenzano. Oui, j'aime Vous êtes bien délirant. j'aime bien faire des petites analogies. Et c'est vrai que vous avez présenté des chiffres. J'étais pas du tout attentif, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une initiative pour vouloir sortir du nucléaire, l'ambition de chercher des énergies renouvelables autres que l'énergie fossile. Et en plus, le nucléaire, c'est saut 1960. Donc moi, je pense que c'est important de regarder vers le futur et, comme Monsieur Blocher, faire confiance au marché de 2030. Moi, j'aimais bien les années 60, monsieur. C'est une époque où la Suisse allait très bien. Est-ce que vous vous rappelez de ces panneaux qu'il y avait aux entrées des boîtes de nuit, Avec Monsieur Schwarzenbach. quelques années avant les initiatives Schwarzenbach? Oui. Là, ça allait bien, monsieur. Là, on écrivait « Interdit aux chiens et aux Italiens ». C'est une époque où on était calme, il n'y avait pas ces Rital qui faisaient po, po, ro, po, po, po dans les boîtes, avec leur t-shirt « Who the fuck is DNG ?» Ça, on a compris. Merci beaucoup, on n'en veut pas, monsieur. Par rapport aux arguments comme quoi il y aurait un maintien de la création des valeurs suisses, cela permettrait aussi de valoriser le marché suisse d'un point de vue économique et de proposer de l'énergie AOC qui... Ah oui. Alors là, on nage en plein délire, là. Voilà. Là, monsieur a fumé le kéké, je ne veux pas dire. Je vous prie de m'excuser, mais est-ce que vous connaissez un très bon ami à moi, un dénommé monsieur Émile Frey,
Ou peut-être que si je vous chante cette chanson extraordinaire, monsieur Émile Frey, Ouais, je connais. peut-être que vous le reconnaîtrez mieux comme ça. Je l'ai reconnu. Comment est-ce que vous voulez qu'un bon monsieur comme monsieur Émile Frey puisse rentrer dans ses frais Ah bah. si cette loi passe? Comment est-ce qu'il va vendre des grosses BM? Il saisira l'opportunité du marché des voitures électriques. Et donc prendre tout le monde à contre-pied et proposer des voitures qui vont consommer 2 fois moins. C'est comme les cigarettes, si on commence à augmenter le prix de la consommation, on va devoir diminuer pour son porte-monnaie. D'accord, cigarette, on voit que vous avez bien fumé le kéké, monsieur. Voiture électrique? Ah, des voitures électriques. Alors ça veut dire qu'on va la laisser brancher? La prise, elle devra faire quoi? 150 km de long? Au moins? Si vous voulez pouvoir rouler de Lausanne à Berne, comment vous faites? Et s'il y a une porte qui se ferme et que la prise est coincée, et que votre voiture ne peut plus avancer parce que votre prise est coincée, vous faites comment, monsieur Provenzano? Vous faites comme ma défunte grand-maman, vous la débranchez. Ce que je veux dire, C'est pas très sympa pour ma mamie, ça. je dis la mienne en plus, je peux pas, Surtout qu'elle va très bien. je peux pas parler de ta grand-maman. Donc je voulais dire, oui, c'est un système bien sûr qui s'étend sur le très long terme, hein, c'est 2050. Moi déjà rien que quand je vois une bande-annonce d'un film qui va sortir l'été 2020, je me dis que c'est loin, donc 2050, voilà, on se retrouve à Fast and Furious 32. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une projection vers l'avant, et comme Monsieur Favra l'a mentionné juste avant, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions, car nous arrivons à un point critique de la consommation d'énergie, et on a vu en plus que avec le temps, la courbe de gens qui sont sur Terre est exponentielle, et on a vu aussi... Tout ça à cause de quoi, la courbe exponentielle, monsieur? Qui arrive aux portes de la Terre et dit « Bonjour, on veut vos emplois, vos immeubles ». Ce sont les enfants. Oui, c'est exactement ça. Ce que je voulais dire en plus, c'est qu'il y a 20 ans, comme vous l'avez justement indiqué, on révise une loi qui n'a même pas 20 ans, et c'est exponentiel, monsieur. Parce que si je prends cette courbe verte qui était qui montait quand on dérive, f' de x, tout ça, qui monte vers la limite, on peut voir qu'il y a une concordance entre le taux de naissance des gens et le taux de consommation. Nous arrivons dans une période, monsieur Nemra, où la consommation d'énergie est à son pic. Et qui dit que peut-être, vu que c'était il y a 20 ans, là, et qui dit maintenant peut-être dans 10 ans, parce qu'il y a plus de monde, et puis après encore plus, donc 5 ans, à peu près chaque 6 mois, on va devoir réviser un truc sur l'énergie. Donc autant agir maintenant, monsieur Nemra, et anticiper. J'ai perdu à F'. Après, je pensais à un ours, un bel ours. Oui. Moi, je comprends. Je pensais à autre chose, j'étais à Berne pendant quelques minutes, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez de qui c'est la faute, les problèmes dont vous avez parlé après? Des immigrés. Par rapport aux immigrés. Oui. Ah, enfin, vous en parlez. Pas rentrer dans votre jeu, monsieur Nemra. Moi, je pense que on parle d'investissement coûteux, on parle de changement de la loi, etc. Mais je pense que si, après, c'est une morale que peut-être vous ne partagez pas, il va falloir faire attention de toute façon, parce que l'énergie, en tout cas fossile, étant perte de vitesse, on est d'accord, monsieur Favra, de moins en moins d'énergie fossile. Je sollicite monsieur Favra qui a acquiescé, donc je considère mon argument comme crédible. Moi, je pense que tout simplement, il faudra éteindre la lumière quand on part de chez soi. Il faudra couper le contact au feu rouge à Auchy, juste devant le Movenpick, qui dure des millions d'années. Et faire des cours L2. Vous avez tous fait ces cours L2 qui aident à moins consommer et à rouler en 5e à 40 km/h. Donc, tu les as fait les cours L2? Non, tu n'as pas fait. Ouais, tu n'as pas la référence du coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de toute façon une marche en avant qui est, malgré le fait ou non que l'on va voter oui pour cette loi sur l'énergie, qui est faite. Donc autant proposer un pas en avant par rapport à M. Révétet, et d'accélérer les choses, et de payer 40 balles maintenant, et peut-être 3200 francs dans 50 ans. Mais nous, dans 50 ans, de toute façon, on aura des rentes, et puis tout ira bien. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez saisi? Mais par rapport au... Je vous ai perdu à F' tout à l'heure. Donc voilà, après, c'est toute une... vous avez parlé de
Vous y parlez qu'on ne prenait pas les douches froides tous les jours. Vous avez manqué les matinales de Jonas Schneider sur Couleur 3 l'année passée. Ça va être une blague très technique pour les amateurs de radio. On me l'a fait tout à l'heure, préparez-vous. Elle arrive. Attention. Vous l'avez ou pas? Parce qu'il y avait une chronique qui s'appelait Douche froide, puis que chaque jour il y en avait une, puis que du coup il y avait une douche froide. C'est donc une référence à une émission de radio de 2014, Ouais. dont tout le monde se rappelle. Est-ce que tu veux faire un truc sur Sacrée Soirée bientôt? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. C'est très bien. Donc oui, après d'autres arguments, parce que moi j'ai fait mes devoirs, hein, contrairement à d'autres. Moi, j'ai fait mes devoirs. Oui, c'est vrai. Et j'ai plus tant d'arguments que ça. Moi, j'ai une petite remarque à faire qui est que pour moi, le débat était biaisé dès le départ, notamment par le fait que une de nos centrales, enfin 2 de nos centrales, se sont fait nommer centrale de Baise Now. Alors, Attention. Baise Now, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous baise maintenant. Donc, c'est déjà extraordinairement négatif, et surtout, Baise Now. Si on ne fait pas très attention, ça vous évoque un peu l'histoire très négative du XXe siècle. Oui, c'est vrai que... Enfin, on va pas se mentir, ça a un petit peu un nom de camp de concentration quand même, Baise Now. Donc, si on voulait faire peur aux gens, c'était évidemment le meilleur moyen de le faire. Tandis que si on l'avait appelé la centrale de Pied Fleuri ou la centrale de Amour éternel. On ne ferait que dissimuler les éventuels dangers. C'est- On a parlé de cette centrale en Ohio, dans laquelle on a découvert une béance. Une béance. Parlez-moi de cette béance. Excuse my French. Béance Knowles. Une béance de 15 cm de la taille d'un ballon de rugby américain. Et dans la centrale de Baise Now, on découvre des fissures. Et bien sûr, on est peut-être moins sujet à d'événements de catastrophes naturelles telles que des tsunamis ou autres, mais il faut faire quand même attention. Et je trouve que poser un sparadrap ne suffit pas. Il faut carrément débrancher mamie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Vous savez quoi? Vous m'avez convaincu. Est-ce que vous êtes convaincus, mesdames et messieurs? Oui. Mon travail est donc achevé. Je voudrais quand même une seconde fois applaudir et remercier les 2 intervenants qui nous ont précédés, Monsieur Reveter et Monsieur Favra. Et toute l'organisation de ce You Think, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention.